Bonjour, je vais vous présenter le cours sur le médicament dans le système de santé. L'objectif du cours est de connaître les caractéristiques du médicament et décrire l'organisation du circuit pharmaceutique dans le système de soins et la problématique du financement. Alors pourquoi doit-on s'intéresser aux médicaments quand on parle d'économie de santé? Il faut savoir que le médicament coûte très cher et c'est la deuxième dépense après les salaires. Et en termes de rationalisation, on le fait par rapport à ce qui coûte cher. Or, le médicament représente pour nous, les médecins, et pour le patient, premier outil d'une arsenal thérapeutique. Et donc, c'est une ressource qui est appelée à être consommée de plus en plus. Le médicament est un bien à triple dimension. C'est un bien industriel et marchand, c'est un bien de santé et c'est aussi un bien socialisé. Alors, qu'est-ce que c'est un bien industriel et marchand ? D'abord, c'est un bien industriel car il est fabriqué par une industrie qui fait appel à des technologies, à des ressources humaines de grandes compétences. C'est un bien marchand car il y a le marché de la santé, donc il est échangé. Il y a un producteur qui va l'offrir à un futur consommateur. Ce dernier va déléguer son pouvoir, bien sûr, aux prescripteurs qui sont les médecins. C'est un bien de santé car c'est grâce aux médicaments qu'on arrive à améliorer l'état de santé de la population et qu'on arrive à traiter les pathologies. Et enfin, c'est un bien socialisé, car tout simplement, il repose sur la solidarité nationale où chaque État, autant que régulateur, va se donner les moyens pour couvrir les besoins des citoyens qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Et quand ce n'est pas l'État, c'est l'assurance sociale qui le fait. Et ceci grâce à la fonction de la mise en commun, dans le sens où je paye tes médicaments quand on a besoin et tu payes les miens quand moi j'en ai besoin. Ceci dit, nous devons consommer dont nous avons besoin. Alors, juste pour vous montrer la complexité du marché du médicament, mais pour mieux encore comprendre, il faut avoir une vision globale. Quelques caractéristiques du marché pharmaceutique mondial. Premier aspect, on parle de polarisation géographique. Alors, c'est quoi la polarisation géographique ? Ça sous-entend que quelques points géographiques dans le monde vont avoir accès aux médicaments aussi bien en quantité qu'en qualité par rapport aux autres. Alors, quelques chiffres pour illustrer tout ça. 16% de la population mondiale va consommer 84% de la production mondiale. On est d'accord que les 16%, c'est à peu près les 2 milliards, ça représente 2 milliards de la population mondiale. Donc, va consommer les 80% de la consommation. Et donc, les 20% de la population, les 20% restantes, vont se répartir, les 20% de la production restante va être répartie sur toute la population. Donc, à peu près 2 milliards vont consommer 80% de la production mondiale. Un autre exemple, 4 pays vont consommer plus de la moitié de la production mondiale. Il est clair que ces 4 pays ne représentent pas la moitié de la population mondiale. À titre d'exemple, vous avez les États-Unis qui vont consommer les 30%, la France 14%, l'Allemagne et la Grande-Bretagne 4% chacun. Chaque pays. On voit bien donc qu'il existe de véritables inégalités entre les pays dans l'accès aux médicaments. Et à l'heure actuelle, plus de 1 milliard de personnes n'ont pas accès aux médicaments et on voit même que dans certaines régions, on continue à traiter de façon traditionnelle. Donc pour des raisons sociales, politiques, économiques, il y a de véritables déséquilibres. Deuxième aspect, on parle de mondialisation. Il se trouve que les règles du commerce exigent de payer si tu utilises un savoir qui est protégé par un brevet. Donc tu dois payer les droits des propriétés intellectuelles. Il est clair que l'aspect économique dépasse de loin l'aspect sanitaire, car n'oublions pas que l'industrie pharmaceutique doit faire des bénéfices comme toutes les autres industries. Ceci explique qu'il y a une primauté du commerce international, bien sûr, sur la santé.
Donc finalement, ce bien, qui est les médicaments, peut avoir des conséquences très graves quand on n'a pas les moyens de l'avoir. Ce bien peut même perturber l'équilibre d'un pays. Donc, c'est un produit de consommation courante. Donc, avoir un maximum d'autonomie de production locale assure une protection de la population. Et ce bien est entre vos mains, il est entre nos mains, nous les médecins, que nous faisons circuler à travers les ordonnances. Et c'est pour cette raison que nous devons l'utiliser de façon rationnelle. Autre chose, la croissance régulière du marché du médicament. À titre d'exemple, rien qu'entre 2017 et 2018, il y a eu une augmentation de plus de 5%. On voit bien que cette croissance est régulière et que même la moyenne, la progression annuelle dépasse la moyenne mondiale. Par exemple, entre 2000, on est passé de 365 à 880 en 2011. Alors en plus qu'il y a une croissance régulière du marché du médicament, les inégalités aussi sont croissantes. Tout à l'heure, je vous ai dit que plus de 2 milliards d'individus n'accèdent pas aux médicaments. Même s'il y a eu des progrès dans le marché du médicament où on a augmenté la production, ça reste toujours insuffisant et il y a toujours 2 milliards en 2016 d'individus qui n'ont pas accès aux médicaments. Deuxième point. Sur le plan économique par rapport aux dépenses de santé, on voit bien que la part du médicament dans les dépenses de santé varie selon le niveau de développement des pays. Dans les pays développés, cette part est entre 7 à 30%. Dans les pays en transition ou à revenu intermédiaire, elle est entre 15 et 30%. Et dans les pays en voie de développement, elle peut atteindre 66%. Troisième point, c'est le poids du ménage, du financement des ménages, qui lui aussi varie en fonction du niveau de développement des pays. Dans les pays développés, cette part, bien sûr, la part des dépenses publiques en médicaments est entre 50 et 90%, alors que dans les pays en développement, elle est de 5 à 50%. Le dernier élément, c'est bien sûr par rapport à la recherche et au développement. Il faut savoir que les éléments qui motivent la fabrication du médicament, en amont de la production dans le cadre de la recherche, le budget global, le budget obéit au syndrome 90-10. Alors c'est quoi le syndrome 90-10 ? C'est tout simplement que l'industrie pharmaceutique consomme 90% de son budget pour traiter les 10% des pathologies qui touchent la population. Donc, on va consommer 90% des budgets pour pouvoir traiter les 10% des pathologies, bien sûr, qui touchent la population. Dans ce sens, il y a beaucoup de constats et beaucoup de défis. Alors, en plus de la disponibilité, il y a l'accès qui représente une autre forme d'inégalité. Sans oublier, bien sûr, la qualité du médicament. Mais en termes de mauvaise qualité, c'est quoi ? C'est tout simplement les médicaments n'ayant pas subi tous les examens pour assurer son efficacité. Parfois, c'est clair que dans un pays, la réglementation d'un pays n'est pas mise à jour pour permettre bien sûr l'importation de certains médicaments. Donc il y a certaines faiblesses où il y a un décalage entre la réglementation et le développement du savoir. Car parfois le savoir avance plus vite que la réglementation. Sans compter la contrefaçon. Dans notre pays, il existe un laboratoire. Tous les médicaments qui sont mis sur le marché sont inscrits sur la nomenclature. Ça sous-entend que tous les médicaments qui sont mis sur le marché de façon légale ont déjà été testés. Ils ont reçu l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Alors, mais là où nous, les médecins, nous avons une responsabilité pour réduire l'inégalité, c'est dans l'usage rationnel.
car malheureusement, plusieurs études ont montré qu'il y avait un usage irrationnel des médicaments. On voit bien que dans certaines études ont montré qu'un malade sur deux ne se conforme pas au schéma thérapeutique. Alors que faut-il faire? Tout simplement, il faut encore plus de sensibilisation. Il faut plus expliquer. Donc il faut expliquer aux malades pour qu'il y ait une bonne observance du traitement. Un deuxième point, des études ont montré que 25 à 75% des antibiotiques prescrits dans les CHU sont inappropriés. Donc 25 à 75% des antibiotiques prescrits, soit à titre curatif, soit à titre préventif, sont inappropriés. Alors cet usage irrationnel a aussi des conséquences. Et parmi les conséquences, c'est la pharmacorésistance. Donc en termes de pharmacorésistance, il faut savoir qu'il y a un risque, par exemple pour les antibiotiques, il y a un risque de l'antibiorésistance. D'ailleurs, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme pour alerter bien sûr sur le mauvais usage des antibiotiques et qui en 2030 sera responsable, donc cette antibiorésistante sera responsable d'environ de 10 millions de décès. Actuellement, on parle de BMR, on parle de BHR, mais on parle aussi de bactéries tautorésistantes. Alors, comment traiter tous ces problèmes? Afin de traiter tous ces problèmes, l'OMS préconise de construire un cadre commun qui est une politique pharmaceutique nationale. C'est quoi une politique pharmaceutique nationale? Il faut qu'il crée un cadre global bien défini pour discuter tous les problèmes en rapport avec le médicament. Car on a vu que non seulement le médicament coûtait cher, mais aussi que la part des pays était différente. Il y avait une inégalité pour avoir une part, il y avait une inégalité dans la répartition des médicaments. Alors donc il est important d'avoir une politique pharmaceutique nationale où on va énoncer tous les aspects qui vont encadrer ou qui seront en rapport avec le médicament. Alors toute politique pharmaceutique doit viser à développer dans la limite de ressources nationales l'aptitude potentielle des produits pharmaceutiques à maîtriser les maladies courantes et à atténuer les souffrances. La PPN est un concept assez ancien qui a été lancé dans les années 70 et l'OMS recommande bien sûr à chaque pays de mettre en place une politique pharmaceutique nationale globale et de la réviser tous les 5 ans. Alors cette PPN repose sur 3 aspects. Donc les 3 principaux domaines dans lesquels les politiques nationales pharmaceutiques ont un impact sont la santé, l'économie et le développement national. Car une politique pharmaceutique nationale n'a de sens que si elle repose ou elle s'articule sur une politique nationale de santé. Et une politique nationale de santé s'articule autour d'une politique, bien sûr, de développement national. Donc, les directives qui en découlent de cette politique nationale doivent tenir compte de l'existence des différences économiques, sociales spécifiques à chaque pays. La politique pharmaceutique nationale est une partie intégrante de la politique de santé nationale au sens large du terme, visant à atteindre l'objectif de la santé pour tous. Quels sont les objectifs de cette politique pharmaceutique nationale? Le premier objectif, donc on avait parlé qu'il y avait beaucoup d'inégalités dans l'accès. Donc le premier objectif de cette politique pharmaceutique nationale, c'est d'assurer l'accès. Donc le médicament doit être accessible. Donc accessible doit permettre de réaliser un accès physique, qualitatif bien sûr, en donnant la priorité aux médicaments essentiels. Et ça, c'est une recommandation de l'OMS. Alors, c'est quoi un médicament essentiel? Ce sont des médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires d'une population. Ils sont sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies, de l'innocuité, de l'efficacité et d'une comparaison des rapports coût-efficacité. Ces médicaments essentiels doivent être disponibles en permanence, en quantité suffisante et sous la forme galénique qui convient, avec une qualité assurée et à un prix abordable aussi bien
au niveau individuel comme à celui de la communauté. Bien sûr, la liste des médicaments essentiels qui a été élaborée, dans les années 70. Actuellement, elle est à sa 13e édition. Il existe même une liste des médicaments essentiels des formes pédiatriques, c'est-à-dire des enfants de moins de 15 ans, et elle est à sa 3e édition. Donc il faut savoir que globalement, quand on a une liste des médicaments essentiels, elle permet généralement de traiter 80 à 85% des pathologies qui prédominent dans une population ou qui prédominent dans une région. Alors le deuxième objectif, c'est la qualité. Un médicament, quand il est produit, c'est sûr qu'il doit être de qualité car il permet d'améliorer, de rétablir l'état de santé et donc de ne pas nuire. Donc on n'a pas le droit de nuire en utilisant des médicaments. Le troisième objectif, c'est l'usage rationnel. Donc on revient toujours à l'usage rationnel parce que regardez, non seulement que, d'abord on a parlé de l'accès, ça sous-entend, est-ce que ma population a accès aux médicaments? Oui, ma population a accès aux médicaments. La deuxième question que je pose, je dois être sûr que le médicament dont ma population a accès est de bonne qualité. Donc si j'arrive à répondre à ces deux objectifs, il faut que j'assure un usage rationnel. Un usage rationnel sur tous les plans. Donc sur le plan aussi bien thérapeutique que sur le plan économique. Et cet usage rationnel doit être assuré aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Car sur le plan économique et thérapeutique, un médicament, lorsqu'il est prescrit, c'est un médicament qui doit être acheté. Une fois qu'il est acheté, c'est clair qu'il va sortir du circuit, donc il ne sera plus disponible. Et c'est pour cette raison que nous devons prescrire le bon médicament au bon malade, au bon moment, et qui doit être consommé. Alors, une autre façon d'améliorer l'usage rationnel, c'est l'utilisation des standards ou des guidelines ou des manuels thérapeutiques pour la prise en charge d'une pathologie. Donc, ces manuels, il faut savoir que ce guide ne s'impose pas par une loi, c'est un consensus qui est établi par des confrères, d'accord ? C'est des sociétés savantes qui vont se réunir pour discuter la conduite à tenir avec différents scénarios d'une pathologie. Deuxième point, c'est la mise en place des systèmes de suivi et de monitoring des effets des médicaments. Alors, actuellement, quelques faits, de nos jours, 135 pays disposent d'un manuel thérapeutique et d'un formulaire national. D'ailleurs, c'est grâce à ces deux outils qu'on a permis de renforcer l'existence d'une information objective et un usage rationnel du médicament. 83 pays disposent d'un système de suivi et de monitoring des effets indésirables et l'identification des problèmes potentiels de manque de sécurité dans la consommation médicamenteuse. Et ce sont les résultats des outils et méthodes implantés par des stratégies pharmaceutiques pour permettre bien sûr un usage rationnel des médicaments. Alors la question qui se pose, qu'en est-il chez nous? Nous disposons d'une politique pharmaceutique nationale. D'accord ? Cette politique a identifié des objectifs. Le premier objectif, c'est d'assurer la sécurité, l'efficacité et les qualités des produits pharmaceutiques qui sont disponibles. Deuxième point, c'est d'assurer la disponibilité. Et le troisième point, l'accessibilité et enfin la promotion de la fabrication locale. Car rappelez-vous, un pays qui assure une promotion locale, c'est une sécurité pour le pays. Cependant, il y avait d'autres actions, donc certaines actions ont déjà été mises en œuvre et d'autres sont sont en route. Donc d'abord, comme toute politique, ça nécessite une réglementation. Et cette réglementation doit être mise à jour de façon périodique et régulière. Le deuxième point, c'est qu'il fallait renforcer les ressources humaines, les capacités des ressources humaines. Car tout simplement, une bonne ressource humaine, c'est une ressource qui permet de préparer l'avenir. Dans le sens que si je veux 2050 par exemple, doit être préparé aujourd'hui pour que les gens ne chantent pas,
que j'arrive à préparer des profits qui vont répondre aux besoins de ma population, car dans une vingtaine d'années, le troisième âge, donc il va y avoir quand même une grande partie de la population qui sera vieille, qui dépassera les 70 ans, car l'espérance de vie à la naissance ça s'améliore. Et cette partie-là, donc le troisième âge, aura besoin de soins spécifiques, car il y aura toujours d'autres pathologies, il y aura des comorbidités qui vont être associées, telles que le diabète, les cancers, l'HTA, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc tout ça, c'est à préparer. Troisième point, c'est la création de l'inspection pharmaceutique, la mise en place d'un système d'information centralisé et la création des comités des médicaments, aussi bien au niveau de chaque établissement qu'au niveau de la wilaya. Ce comité de médicaments, bien sûr, est présidé donc par le directeur, où tous les chefs de service d'un établissement sont membres de ce comité. Et ça, et normalement, c'est au niveau, donc il y a des missions précises de ce comité pour discuter parfois des guidelines, la mise en place des guidelines, la disponibilité des médicaments, leur utilisation rationnelle, etc. Enfin, le développement de la pharmacie hospitalière, la révision du tarif de référence et la promotion du médicament générique. Et on a ajouté l'usage approprié des médicaments. Et enfin, donc, il fallait mettre en place aussi le développement et encourager le développement des essais cliniques. Alors, le système pharmaceutique national repose sur deux axes. Vous avez l'aspect institutionnel, donc c'est lui qui adopte la stratégie, l'organisation, qui identifie les objectifs et les politiques. Donc, grâce à la sélection et l'enregistrement des produits pharmaceutiques, le financement, la fixation du prix et le taux de remboursement, des ressources humaines, la formation, l'information et la communication. C'est l'aspect institutionnel qui doit réfléchir à la réglementation, donc assurance qualité des produits, les conditions d'exercice de la profession, et aussi les activités de régulation par rapport au flux physique, le flux financier et la compensation. Quant à son aspect opérationnel, l'aspect opérationnel est responsable de l'approvisionnement, de la répartition et de la distribution. De toute façon, il faut savoir qu'un système pharmaceutique national doit être un marché structuré, réactif, transparent et performant. Dans notre pays, le secteur pharmaceutique national a connu une évolution. Donc, si avant les années 90, il y avait le monopole de l'État, après il y a eu l'ouverture des autres segments au capital privé, et on voit bien qu'on est passé à 782 acteurs hors officine en 2013. De même que l'évolution, donc le marché national des produits pharmaceutiques ne cesse d'augmenter. Par exemple, la part des médicaments en 2012, c'était 87,5%. Il y a eu une augmentation donc, entre de 2004 à 2012 de plus de 271%. Même en termes d'importation et en termes d'importateurs, donc il y a eu l'ouverture, bien sûr, donc il y a eu l'importation du générique et le Princeps, mais quand même il y a eu une ouverture vers le secteur privé, où on a plusieurs opérateurs du secteur privé. Alors, quels sont les principaux outils de régulation du financement? Comment atteindre l'accessibilité économique de façon équitable et durable? Car rappelez-vous, il y a la rareté des ressources et les besoins sont croissants. Donc, pour cela, soit quand on va maximiser, donc il y a un maximum d'accessibilité pour un montant déterminé de facteurs, soit un minimum de ressources pour atteindre un niveau déterminé d'accessibilité. Il est clair, donc, pour répondre à cette question, on doit rechercher un équilibre entre l'offreur, le payeur et le consommateur. Et pour cela, nous devons agir à la fois sur l'offre et la demande en considérant les limites objectives et subjectives. Car rappelez-vous, le médicament est un médicament, c'est un bien à triple dimension. C'est un bien à triple dimension dans le sens où c'est un bien marchand et industriel. C'est un bien socialisé et aussi c'est un bien de santé. Donc, on va jouer sur l'offre. Il y a certaines actions sur l'offre. Donc là, il faut opter pour le médicament générique. Pourquoi le médicament générique? Parce que quand je vois ce graphe-là, on voit bien que par rapport au marketing, le marketing et la recherche et le développement, c'est 15 à 12% de l'ensemble de la production, ce qui va consommer donc, du médicament. Donc,
on peut opter pour le médicament générique qui peut faire jouer la concurrence, éviter les monopoles et faire des gains importants sur les coûts. Car c'est quoi le médicament générique? Le générique, c'est tout simplement une copie du médicament Princeps qui est tombé dans le domaine public, contenant la même quantité de Princeps actifs et présenté sous la même forme pharmaceutique. Donc, les génériques, ce sont des équivalents thérapeutiques aux produits Princeps. Ils sont de ce fait interchangeables. Cependant, ils ont bien sûr un avantage économique, car le médicament il est déjà connu, donc je n'aurai pas besoin de faire sa publicité, ni de faire d'investir dans la recherche et le développement. Donc voilà, je vais faire des gains, il sera produit en quantité et à des prix raisonnables. Toujours par rapport à l'offre, on peut éviter les doublons et les redondances thérapeutiques. On peut faire des gains sur les coûts de transaction et les frais de gestion par les sélections des produits. C'est pour cette raison que nous devons avoir une nomenclature nationale à plusieurs niveaux. Donc, combien de médicaments sont vraiment nécessaires pour répondre à la majorité des problèmes de santé des populations? Et d'ailleurs, c'est une question qui renvoie au concept des médicaments essentiels. Donc, nous devons identifier d'emblée les médicaments essentiels, les médicaments qui vont nous permettre de traiter 80 à 85% des pathologies qui prédominent dans qui sont prédominantes. Et là, c'est ce qui peut nous aider, c'est le générique et les médicaments essentiels. Toujours par rapport à l'offre, donc on va éviter la situation de monopole par les brevets. Il faut actionner les clauses de sauvegarde des ADBIC. On va contrôler, bien sûr, on peut assurer un contrôle direct des prix par rapport à l'agrément et l'autorisation de mise sur le marché. On fera un contrôle en amont sur le taux de profit et en aval sur la prescription. Toujours identifier la liste, justement la nomenclature, une enveloppe globale et des listes des médicaments par niveau de soins. Et sans oublier de faire des évaluations post-AMM, dans le sens, c'est faire des études coût-efficacité, coût-bénéfice et coût-utilité. Mais aussi, on peut jouer sur la demande, bien sûr, par le déremboursement des médicaments. Et là, on peut intervenir sur la participation financière du malade via le ticket modérateur et la taxe à la consommation. Les remboursements qui se font selon le SMR, le service médical rendu, et l'amélioration du service médical rendu. Donc le premier, donc le service médical rendu, c'est grâce à ça qu'on va identifier le taux de remboursement. Quant au ASMR, c'est l'amélioration du service médical rendu. C'est grâce à ça qu'on apporte, on répond à la question, est-ce que ce médicament apporte-t-il un progrès thérapeutique par rapport au traitement disponible? C'est grâce à ça qu'on va fixer le prix du médicament qui sera remboursé. Comme on peut avoir des actions aussi bien simultanées, aussi bien sur l'offre et la demande, donc le premier point, c'est qu'on a encouragé les pharmaciens, donc on leur a donné le droit à l'institution pour encourager la promotion du générique. Par rapport au Princeps et le générique, par le biais du tarif de référence, donc le remboursement se faisait selon le tarif de référence. Et puis, bien sûr, selon les 3 différents types. Alors, par rapport à la sécurité sociale, la politique du remboursement du médicament, il faut savoir que le médicament est le premier poste de dépense dans la sécurité sociale. La réforme du financement du système de santé sociale, la politique adoptée, c'était toujours de fixer le taux de remboursement par rapport au SMR et le prix du médicament par rapport le ASMR. Et on voit bien qu'il y a eu une sélection des prix par rapport aux différentes spécialités. Donc en 2000, on avait 287, en 2010, il y avait 1346, donc soit 4300 spécialités. Et par rapport à la sélection des produits selon le ASMR, donc on a fait une évaluation périodique et un produit qui était déjà remboursé est soit remboursé de façon différemment, soit en diminuant le taux de remboursement, soit carrément c'est un déremboursement intégral. Donc comme on pouvait garantir des prix abordables de tous les médicaments, donc c'est la politique des prix par la baisse des droits de douane ou des politiques de rémunération des professionnels. Quand il s'agissait des produits multisources, donc il fallait encourager l'appel à la concurrence
afin de donc mesurer, c'est des mesures en faveur des génétiques, des génériques, donc il fallait encourager le générique, avec la mise en place des bonnes pratiques d'achat. Et si c'était des produits à source unique, ben, il fallait négocier des prix différentiels et la substitution thérapeutique. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au... Donc une petite synthèse du cours sur... Donc c'est une synthèse, je n'ai abordé que les points essentiels sur donc, le médicament et quel est l'intérêt du médicament dans le système de santé. Je vous remercie.